Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger ce soir, Jean Dorido, Lydia Guérousse, et puis j'aimerais qu'on accueille l'avocat François Saint-Pierre qui est avec nous, qui nous a rejoint. Bonsoir maître. Merci de votre invitation. Mais merci à vous, c'est un plaisir. Avocat, co-directeur de l'Institut de défense pénale de Marseille, auteur de plusieurs livres de référence sur la justice. Alors je vous présente ce livre, c'est le dernier, Un pays qui voudrait rester libre, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors vous dénoncez dans ce livre une dérive autoritaire de l'exécutif depuis plusieurs années déjà. Alors les attentats terroristes évidemment, il y a eu la crise des gilets jaunes, on va en reparler, et puis la pandémie de Covid, tout ça, et en quelques années seulement, ça a conduit le gouvernement à prendre des mesures que vous jugez liberticides. Si jamais vous avez des petits trous de mémoire, ça nous arrive à tous, dans ce livre vous nous rafraîchissez la mémoire, maître, hein. C'est une chronique en fait, c'est en plusieurs chapitres, mais mois par mois, année par année. Je me rappelais plus par exemple des gardes à vue préventives lors de la crise des gilets jaunes. Les événements se sont précipités de façon très tumultueuse et il m'a semblé que c'était vraiment important d'en tenir la chronique. De mon point de vue d'avocat, c'est-à-dire soucieux des libertés des gens, des Français. Bon, parce que la mémoire s'efface très vite, d'une crise on passe à une autre. Donc là, j'ai raconté l'histoire. C'est-à-dire que finalement, je ne donne pas mon point de vue, je raconte cette histoire, tout est sourcé, tout est objectivé. Évidemment, il y a ma manière de voir les choses. Évidemment. Philippe Bilger. Justement, maître, le livre est très bon, je l'ai lu, hein. Parlons net, il n'y a pas de raison de vous inviter si on n'a pas aimé votre livre. Mais est-ce que dans cet arbitrage permanent qu'on doit faire, et qui dépasse très largement les gilets jaunes et la crise sanitaire, vous mettez exclusivement l'importance démocratique sur le plateau de la liberté? Est-ce que vous ne le faites pas un petit peu au détriment de la sécurité? Écoutez, les trois lois majeures du gouvernement actuel ne comprennent pas une seule fois le mot liberté. L'une s'appelle sécurité globale, l'autre confiance dans la justice, la troisième contre le séparatisme ou les principes fondamentaux de la République. Et ce ne sont que des textes répressifs, de restriction des libertés. J'ai lu très récemment un remarquable tout petit livre de Stefan Zweig, ce génial auteur autrichien qui s'est suicidé juste en 1940. C'est une miniature, comme il disait, de Cicéron, l'avocat romain. Et il lui fait dire ceci sous la dictature de César: l'idée même de liberté avait disparu. Eh bien, c'est pour conjurer ce danger que j'ai écrit ce livre. Jean Dorido, juste après Lydia Guérousse. Jean Dorido, vous le constatez, vous faites le même constat que François Saint-Pierre, Jean? C'est un constat que j'ai du mal à m'autoriser à faire, dans la mesure où c'est toujours cet arbitrage extrêmement difficile. On parle beaucoup en ce moment de bénéfice-risque à propos du vaccin, par exemple, des traitements. Et c'est à mon sentiment, je ne suis pas expert de justice, contrairement à mon ami Philippe Bilger, c'est toujours compliqué, effectivement, c'est ce qu'a dit Philippe Rossi, d'assurer la sécurité des honnêtes gens, pour parler avec des mots simples, tout en préservant la liberté du plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est ce phénomène classique, il y a des lois d'exception après une crise, après un attentat, typiquement comme le 13 novembre. C'est vrai que sous le coup de l'émotion, le législateur porté par la population a envie de faire justement des exceptions. Le souci, manifestement, c'est que ces exceptions perdurent. Toutefois, si on prend, vous avez parlé de la loi séparatisme, la délicate question de l'éducation à la maison, typiquement. C'est vrai que c'était une liberté, parmi les libertés fondamentales des Français, de dire, vous pouvez faire l'école à vos enfants chez vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, de façon conjoncturelle, on a un souci d'enfants qui ne sont pas scolarisés et qui risquent d'être endoctrinés par une idéologie toxique. Et là, je suis sincèrement curieux de savoir quel est votre point de vue à vous, d'avocats qui défendent les libertés. François Saint-Pierre. Alors, d'abord, c'est une chronique, je raconte des faits, il faut toujours voir les faits et se méfier des abstractions, des amalgames. Très vite, on a des préjugés de cette manière-là. Donc, les faits d'abord. Après, je me pose toujours une question, c'est que dit la loi? Que dit le droit? Et ça, c'est extrêmement important parce que le postulat de ma pensée sur ces événements, c'est que le politique n'est pas surpuissant. Il y a des normes supérieures qui garantissent les libertés fondamentales. Sur l'éducation à la maison, c'est une très vieille tradition que de permettre à certains parents de pouvoir éduquer leurs enfants à la maison, en voyage, à l'étranger, ou même en France. Ça fait partie de la liberté de s'organiser. Il y a une convention européenne des droits de l'homme qui prévoit dans son article 8 un droit à la vie familiale. C'est-à-dire qu'on a le droit de vivre sa vie familiale comme on le souhaite. Mais d'un autre côté, il y a une obligation d'éduquer les enfants.
comprend très bien qu'il faut harmoniser les choses. Le danger d'éducation de type, alors séparatiste, pour reprendre ce gros mot que j'aborde, évidemment il se pose. Mais je voudrais savoir en termes de société, qu'en est-il exactement ? Qu'en est-il exactement ? On invoque un danger potentiel. Qu'en est-il exactement ? Nous avons eu affaire à des phénomènes sectaires depuis extrêmement longtemps. Donc moi, je pense que interdire par principe l'éducation à la maison, c'est une atteinte tout à fait excessive au droit des gens à mener la vie qu'ils souhaitent vivre. Lydia Guérousse. Vous ne pensez pas que face à cette menace, on parle aujourd'hui de séparatisme, en réalité derrière ça c'est la menace de l'islamisme radical qui a quand même fait des centaines de morts en France avec de nombreux attentats qui ont marqué les esprits et beaucoup de familles. Vous ne pensez pas qu'il faut aussi faire évoluer le droit, faire évoluer la loi pour s'adapter à cette menace qui, elle, évolue ? Est-ce que c'est véritablement un recul de la liberté que d'adapter notre droit à une menace qui est sans cesse en train de changer, mais qui a une idéologie très singulière? À aucun moment dans ce livre, je n'ai minoré le danger terroriste, par exemple. J'ai énoncé tous les attentats dont nous avons été victimes. J'ai dit quel défi c'était pour le gouvernement lors de chacun de ces attentats. Pour autant, lorsqu'à l'époque de l'attentat de Charlie Hebdo ou du Bataclan, monsieur Laurent Wauquiez, qui vient de gagner brillamment sa réélection à la tête de la région Rhône-Alpes, qui était le président du Parti des Républicains à l'époque, avait dit à M. Valls, qui était Premier ministre, il faut changer la loi, et il demandait l'internement de tous les fichiers S, c'est-à-dire 10 000 personnes internées à titre préventif. Je redis, est-ce que vraiment c'est une mesure ciblée qui est utile sur le plan policier, et est-ce que vraiment ça n'est pas une atteinte majeure à un principe fondamental de la République qui veut que l'on ne puisse pas priver de liberté les fichiers gens de cette S manière-là. radicalisés, pas l'ensemble des fichiers S, parce qu'il y a une variété de personnes qui sont fichiers S, et bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir, je pense que ça peut être quelque chose d'utile. Allez, les dernières questions, François Philippe Bilger. Je vous lis, je vous entends, vous êtes à mon sens l'un des rares avocats qui a exprimé une pensée claire et un jugement sur le garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce garde des Sceaux ? Parce qu'il est avocat, vous l'appréciez ou non ? Non, je vais vous dire très clairement mon opinion. Au barreau, le barreau c'est un monde de liberté. Chaque avocat l'exerce comme il veut, et dans un cadre de déontologie, c'est le moins que l'on puisse dire, assez vague, assez flou, assez large finalement. C'est un monde de liberté. Avocat, il faisait ce qu'il voulait. Son style, je ne l'aimais pas. La dernière fois que nous avons plaidé ensemble, c'était au procès de Jean-Luc Mélenchon. Il était poursuivi au tribunal de Bobigny pour avoir secoué des policiers de Locliff et des magistrats. Moi, je défendais des policiers, lui aussi. Il a interpellé Jean-Luc Mélenchon. Je m'excuse, les propos étaient absolument grossiers. Je les cite entre guillemets, tête de nœud, pauvre con, et encore, c'était les moins pires. C'est comme ça. Il s'exprimait comme ça. Ministre, certainement pas. Or, il a ce problème comportemental. Il menace des parlementaires. Et ça n'est pas correct. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, est-il compétent pour exercer cela? Vous avez bien vu que toute l'institution judiciaire s'est crispée. Les magistrats n'en peuvent plus. Et lorsque j'écris certains articles ou que je donne certaines interviews, je vous assure que ça a un effet démiurgique. Je reçois des centaines de messages pour dire « il y en a assez de ce ministre à cause de son comportement ». Je voudrais dire, dernière chose, que s'il y a une perquisition aujourd'hui au ministère de la Justice par les magistrats enquêteurs de la Cour de justice de la République, ça n'est pas pour rien. Les principaux syndicats de magistrats ont déposé plainte pour lui pour conflit d'intérêts, c'est-à-dire prise égale d'intérêt, pour, je résume, alors qu'il était avocat, il avait déposé des plaintes contre certains magistrats du parquet national financier et un magistrat financier de Monaco. Comme ministre, il a ordonné des poursuites disciplinaires contre ces mêmes magistrats. C'est un abus de pouvoir inadmissible. Depuis le début, je dis qu'il y a une erreur de choix politique de la part du président de la République. C'est sa responsabilité. Voilà le résultat. Il doit démissionner aujourd'hui. Je dis oui, mais pour une raison qui n'est pas politique, qui est juridique. C'est-à-dire qu'il est dans un conflit d'intérêts permanent, récurrent, qui bloque la machine judiciaire. Un garde des Sceaux a une responsabilité particulière de promouvoir le droit, de garantir l'institution judiciaire. C'est une catastrophe.
Voilà, le plus tôt ce sera fini, le mieux ça vaudra. Bon, le livre de François Saint-Pierre qui est avec nous, Un pays qui voudrait rester libre, c'est aux éditions Dit Jacob. Juste une toute petite dernière question avant d'analyser, de commenter ce Tour de France. Vous dénoncez donc la dérive autoritaire de l'exécutif. Avec la crise du Covid, effectivement, on a beaucoup dénoncé les mesures liberticides. La vaccination peut être obligatoire des soignants, peut-être en septembre. Est-ce que c'est une mesure que vous dénoncez, Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait débat. Ouais. Et là aussi, il y a un grand principe de liberté à cet égard. Alors cela se concernerait les soignants. Dans quelle mesure les soignants refusent de se faire vacciner? Est-ce qu'il y a un fort mouvement à cet égard? Mais je crois qu'au-delà de cela, imposer une vaccination, est-ce un bon mode de gouvernance? Mais vous savez que ce n'est pas que la tentation du gouvernement qui est plutôt prudent sur ce sujet. J'entendais M. Jadot qui vient de se déclarer pour le mouvement élevé à la présidentielle. Il a dit il faut rendre obligatoire tout à fait. la vaccination. Donc, vous voyez que c'est pas qu'aux soignants, transversal. pour tous les Français. Moi, je suis là comme opposant et pour dire qu'il faut penser la société d'abord et avant tout en termes de droits et de liberté des citoyens. François Saint-Pierre, vous restez avec nous, vous aimez bien le Tour de France. On va tout de suite commenter cette 6e étape avec nos consultants des anciens coureurs. C'est parti.